L'histoire commence quand Sang Yang rompt avec Ji-fan alors qu'il l'aime encore. 6 ans passent. Ji-fan est désormais reporté à la chaîne Nangu TV et partage une petite maison simple avec un coloc. Un soir, son ami Ji-hao l'emmène découvrir un nouveau bar dont le patron, paraît-il, est super charmant. Pas de chance. En arrivant, elle découvre que le patron n'est autre que Sang Yang. Elle tente de filer discrètement. Il propose des verres offerts par la maison, mais Ji-fan refuse et rentre. La situation se complique quand un voisin problématique dépasse les bornes. Son coloc intervient à temps et, encore secouée, Ji-fan décide de dormir chez Ji-hao. Elle ne ferme presque pas l'œil. À chaque fois qu'elle le ferme, des souvenirs de sa mère reviennent. Au Nouvel An, elle va sur la place avec la bande et aperçoit Sang Yang. Elle lui souhaite bonne année et continue sa route. Il répond sans rien laisser paraître et s'en va. Pour comprendre ce duo, retour 8 ans en arrière. Le premier jour dans le meilleur lycée de la ville, Ji-fan arrive en retard en même temps que Sang Yang. Ils viennent de se rencontrer. La prof les place en binôme. De retour au présent, Ji-fan rentre chez elle, pousse le lit contre la porte pour la bloquer et pleure en silence. Le lendemain, elle décide de louer un autre logement, même si c'est plus cher. Le nouveau lieu appartient à Lin Lin, qui vient de rompre avec Hao Han. Il est du même cercle que l'ex-couple et vit avec Sang Yang. Résultat, Ji-fan retombe sur lui. Gêne totale, surtout qu'après un dîner entre amis, il propose de la raccompagner en voiture. En arrivant, Sang Yang la défend face au fameux voisin lourd, appelle des amis et règle l'affaire. Inquiet, il aide Ji-fan à préparer le déménagement. Elle va voir Lin Lin, qui souffre de la distance avec Hao Han. Il tente de reconquérir Lin Lin sans succès. Pour remercier Sang Yang, Ji-fan prévoit de l'inviter à dîner, mais gros imprévu. Son appartement prend feu et il se retrouve sans toit. Quelques jours plus tard, surprise. En rentrant du travail, Ji-fan tombe sur Sang Yang dans le nouvel appart. Il a demandé de l'aide à Hao Han pour trouver un coin, et comme Lin Lin a déménagé, il s'est installé là. Désormais, ils deviennent colocataires. D'après lui, pas de souci, il a tourné la page. Du coup, Ji-fan fixe des règles claires. Pas de va-et-vient en sous-vêtements dans les pièces communes. Pas de visite du sexe opposé sans prévenir, et loyer payé à l'heure. Malgré son discours, les gestes de Sang Yang disent l'inverse. Il achète un griffoir pour le chat de Ji-fan et, en virant le loyer, ajoute un extra. Elle le renvoie aussitôt. Franchement, vous l'auriez rendu ou fait comme si de rien n'était. Au boulot, l'ambiance se tend. Ji-fan subit du harcèlement moral de la part d'un collègue, ce qui rouvre de vieilles blessures. À la maison, elle croise Jisoo, le meilleur ami de notre héros, se baladant en peignoir. Remontrance pour Sang Yang. Le soir, elle reçoit un appel de Xi Chao et de son ami de longue date Xiang Lang, qui l'invite à sortir. En voyant Xiang Lang, Sang Yang se colle à Ji-fan et ne la lâche plus, ce qui agace Xiang Lang. Au resto, Xiang Lang prépare la sauce préférée de Ji-fan et raconte, fier, leur amitié. Sang Yang est jaloux. Lors d'une action ou vérité, Ji-fan énumère les qualités de Xiang Lang et se souvient de la rupture d'avant. Elle devait partir dans une autre fac, déjà prévue avec quelqu'un que l'on soupçonne être Xiang Lang. L'ambiance tourne. Plus tard, Sang Yang envoie un message pour dire qu'il ne rentre pas. Elle répond neutre. Il évite de revenir et elle enchaîne les heures sup pour ne pas se sentir seule. Revoilà le nouvel an. En rentrant du travail, Ji-fan trouve Sang Yang arrivant avec des raviolis. Il fait le détaché, mais choisit quand même de passer la soirée là, ce qui réchauffe le cœur de Ji-fan. Ils regardent la télé, chacun à bonne distance. Puis Sang Yang invite sa sœur, Sang-ji, à manger avec eux. Elle reconnaît Ji-fan du lycée. En parlant d'université, Sang-ji demande pourquoi Ji-fan n'a pas rejoint la fac de Sang Yang. Ji-fan esquive. Ils se vexent et écourtent le dîner. Malgré tout, ils observent ensemble les feux d'artifice. Arrive la fête des lanternes. Ji-fan décide de rendre visite à sa mère, qu'elle n'a pas vue depuis longtemps. Elle découvre qu'elle a eu un autre enfant. La visite se passe à peu près bien jusqu'à ce que la tante débarque pour demander de l'argent pour le mariage de son fils. Ji-fan se braque, dit qu'elle ne reviendra plus et s'en va. Dans le passé, on comprend. La mère a obligé Ji-fan à abandonner son rêve de danseuse, alors que sa demi-sœur a eu tout le soutien. Une nuit, Ji-fan rêve que ses oncles entrent dans sa chambre pour l'emmener. D'après sa mère, elle aurait été vendue. Effrayée, elle fuit, marche jusqu'à Sang Yang et se blottit contre lui en silence. Il la serre, puis elle retourne se coucher. Au matin, il lui demande si ça va. Elle ne se souvient de rien. Plus tard, Sang Yang lance une question subtile. Que veut dire un garçon qui prend une amie dans ses bras et fait ensuite comme si de rien n'était? Ji-fan répond que c'est peut-être juste un malentendu du garçon. Petit malaise, non. Un autre jour, au marché, Ji-fan rencontre Cheng Yun, un type simple qui la défend quand un homme dépasse toutes les limites dans la rue. Plus tard, elle croise Sang Yang au marché et lui demande quand il compte déménager, puisqu'elle connaît une fille qui cherche un appart. Il ignore, continue ses courses, mais reste prévenant et paie ce dont elle a besoin. À la maison, un film d'horreur lui fiche la trouille.
Ji-fan reconnaît un acteur et réalise que c'est Cheng-yun. L'intérêt grandit. Quelques jours après, la tante de Ji-fan passe au travail pour la présenter à son chef, ce qui la met hors d'elle. Dans la nuit, elle se remet à marcher en dormant et Sang-yang s'en rend compte. Au matin, il en parle, elle explique que le somnambulisme a commencé après la mort de son père. Il révèle l'avoir déjà vu comme ça au lycée. Un soir, il y a même eu un baiser. Le lendemain, elle se réveille et voit les chaises tombées qui bloquaient la porte. Elle a somnambulé encore. Elle demande s'il a fait quelque chose d'inapproprié. Il répond que c'est trop gênant pour en parler. Malaise 2. Cheng-yun commence à travailler à Nangu TV et Ji-fan devient son mentor. Ils rendent visite à une mère désespérée qui cherche sa fille, passée par la même épreuve que Ji-fan. Cela la bouleverse et elle décide de ne pas s'impliquer sur ce sujet. Plus tard, elle va à une fête avec Cheng-yun. Sang-yang arrive aussi et éloigne doucement Cheng-yun, un peu trop enthousiaste avec Ji-fan. Ensuite, il raccompagne la journaliste chez elle et elle accepte qu'il reste autant qu'il veut. Une autre nuit, en feignant le somnambulisme, elle lui donne une étreinte très parlante. Message reçu, non. La dynamique du trio change quand Cheng-yun annonce qu'il sera le nouveau coloc. La nuit suivante, Ji-fan ressort en somnambule, entre dans la chambre de Sang-yang et s'allonge sans qu'il s'en aperçoive. Le matin, elle se réveille dans ses bras, tente de filer, ils échangent quelques mots et chacun part à ses occupations. Plus tard, elle sort avec Cheng-yun, pas prête à affronter la part après la scène du réveil. Pendant la sortie, Cheng-yun dit avoir connu Sang-yang dans le passé et qu'il n'est pas du genre à s'engager longtemps. Mieux vaut ne pas trop espérer. Pendant ce temps, la tension entre Ji-fan et Sang-yang grimpe. Il se demande s'il l'a vraiment oublié. Elle demande conseil au travail et conclut que s'il a pu dormir à ses côtés cette nuit-là, c'est qu'il tient à elle. Mais aimer fait peur quand le cœur s'est déjà cassé. Elle le prévient donc, à la maison, qu'elle songe à déménager bientôt. Le lendemain, Sang-yang demande si elle veut vraiment partir. Elle avoue que non. Il se réjouit. Son anniversaire à elle arrive. En cadeau, il vient avec un gâteau, fait semblant d'être indifférent, mais observe chaque réaction et lui souhaite bon anniversaire. Ji-fan comprend qu'elle aime Sang-yang. Elle promet d'offrir un cadeau pour son anniversaire à lui aussi. Le temps file et l'anniversaire de Sang-yang arrive. Ji-fan tente de se rapprocher en jouant au même jeu mobile que lui. Il voit les signaux et se dit qu'elle a peur de faire le premier pas. Il préférerait qu'elle soit plus directe. 15 jours avant la date, Ji-fan invite Sang-yang au resto, mais le presque rendez-vous se transforme en dîner d'entreprise quand des collègues s'incrustent. Ce jour-là, la demi-sœur de Ji-fan, qui avait montré de l'intérêt pour Sang-yang, recule en comprenant ce qu'il ressent pour sa sœur. De retour au travail, un tunnel s'effondre et Ji-fan est envoyée sur place. En route, elle reçoit des photos du dîner où l'on voit Sang-yang la regarder tout le temps. Sur place, elle fait un direct et suit le sauvetage d'une fillette. Le public est ému. Le sujet fait le buzz et sa chef lui demande de rester plus longtemps. Elle manque donc l'anniversaire de Sang-yang, envoie un message d'excuse et lui souhaite le meilleur. Le lendemain, elle prend un moment pour visiter l'ancien lycée et la boutique de nouilles préférée, replongeant dans ses souvenirs avec Sang-yang, y compris la rupture. Soudain, elle tombe sur lui. Il avoue qu'elle lui manquait et qu'il est venu la chercher. Dans cette ambiance, ils se remettent ensemble. Lors d'une réunion d'anciens élèves, Sang-yang découvre que Ji-fan joue à un autre jeu et, curieux, se crée un compte sous un pseudo. Il officialise aussi la relation sur WeChat avec la photo d'un gâteau. De retour, ils annoncent le couple devant un Cheng-yun médusé. Ji-fan est heureuse, mais Cheng-yun lui conseille de ne pas se plier en quatre. Elle défend son amour, disant qu'elle aime Sang-yang depuis le lycée. Les jours suivants, il binge le jeu pour devenir son mentor, tout en gardant du temps pour des rencarts. Le conte de fées vacille quand Ji-fan reçoit la photo d'un inconnu montrant que quelqu'un l'épie. Un autre nouvel an arrive. Ji-fan prépare un dîner spécial. Il remarque que son somnambulisme a diminué depuis qu'ils sont de nouveau ensemble. Miracle de l'affection. Le rythme de vie les tient souvent éloignés, mais dès qu'ils peuvent, ils se témoignent de la tendresse avec des baisers sincères. Pour la Saint-Valentin, elle lui offre un bracelet flocon de neige. Lui offre un dictaphone rempli de messages doux. Le couple assiste au mariage d'amis. Petite joute pour savoir qui est le plus beau. Et Ji-fan, évidemment, vote pour son amoureux. Après quelques verres, elle a la tête qui tourne, il s'occupe d'elle, la porte sur son dos et gère même la gueule de bois du lendemain. Gênée, elle met tout sur le compte du somnambulisme. Classique. Peu après, Ji-fan passe au bar de Sang-yang et trouve l'oncle Dae-sik sur place, reproduisant les comportements agressifs qui l'ont traumatisé enfant. Heureusement, Sang-yang arrive à temps et la protège avec l'équipe. Cet épisode fait revenir le somnambulisme. À chaque coup dur, il réapparaît. Sang-yang lui tient la main, la ramène au lit et dort près d'elle pour la rassurer. Mais les ennuis continuent. Dae-sik décroche un poste d'agent de sécurité dans la chaîne où travaille Ji-fan, la croise et la menace.
Craignant qu'il ne continue à les harceler, Ji-fan fait ses bagages et disparaît. Quand Sang-yang rentre et voit la part vide, il ne trouve qu'une lettre d'adieu lui demandant de ne pas la chercher, sans expliquer pourquoi. Évidemment, il fait l'inverse. Avec l'aide de Ji-hao et de Hao-an, il part à sa recherche. Il passe d'abord par l'ancienne maison de Ji-fan pour comprendre son passé. Il découvre qu'elle a subi du harcèlement dans son ancien boulot. Dans son ancienne chambre, il tombe sur une note avec un objectif. Université Nangwu, justement la fac de Sang-yang. Autrement dit, elle voulait être là où il était. De retour, il comprend que Dai-sik travaille à la chaîne et assemble les pièces. Ji-fan a dû fuir pour régler l'affaire seule, comme elle le fait depuis des années. Pour comprendre son adolescence, on repart en arrière. Chez sa tante, Ji-fan a vécu des situations gravissimes. Dai-sik dépassait sans cesse les limites. Une nuit, il entre dans sa chambre sans permission. La tante intervient et évite le pire. Un autre jour, il recommence, persuadé que personne ne verra. Sa mère et le mari de la tante voient la scène et ne font rien. Sans échappatoire, Ji-fan se défend avec ce qu'elle a sous la main. Il devient encore plus violent. Dans la panique, elle saute par la fenêtre du 2e étage. Surpris, Dai-sik tombe aussi et se blesse à la jambe. La police arrive. Ji-fan tente de déposer plainte, mais la tante fait un scandale. Elle dit que son frère ne ferait jamais ça et met tout sur le dos de l'alcool. Pire, la mère prend le parti du frère et accuse sa propre fille d'exagérer. Comme Ji-fan était mineure, elle n'a pas pu formaliser la plainte. De retour au présent, 6 mois passent. Preuve qu'il n'a pas changé, Dai-sik provoque une cliente au travail. Sang-yang assiste à la scène, l'emmène à part et l'altercation tourne mal pour Dai-sik. Quelques jours plus tard, Sang-yang croise Xiang-lang, qui dit avoir vu Ji-fan à Hong Kong. Il révèle aussi quelque chose d'essentiel. Ji-fan a choisi une autre université non pas pour suivre quelqu'un, mais pour fuir la maison. Sang-yang part à Hong Kong. Il découvre qu'elle a changé de nom et que sa nouvelle vie est compliquée, mais ne la retrouve pas. Il rentre bredouille. De son côté, Ji-fan enseigne la danse et ses élèves l'adorent. Un jour, elle reçoit Shi-chao et Hao-an. Ils sont venus la chercher. Ce retour de ses proches lui donne des forces et elle envoie un audio à Dai-sik pour lui dire qu'elle ne fuira plus et qu'elle se battra pour la justice. Quelques jours plus tard, Sang-yang retourne à Hong Kong et, cette fois, retrouve Ji-fan. Elle ouvre son cœur, explique qu'elle est partie à cause de l'oncle et qu'elle n'était pas prête à affronter tout ça. Il lui répète combien il l'aime et qu'il ne se sent en sécurité que quand elle est là. Il loue une chambre d'hôtel. Elle lui raconte tout ce qu'elle a vécu ado. Elle explique aussi avoir changé de fac pour échapper à sa famille et s'être sentie indigne de son amour à cause de ce passé. Il salue son courage et l'encourage à déposer ce fardeau. Après cette conversation, le couple rentre. De retour à la chaîne, le somnambulisme de Ji-fan s'apaise. Dès le premier jour, elle couvre l'histoire de Sang-yi, qui a elle aussi vécu une situation grave impliquant Dai-sik. La tante de Ji-fan a tout vu et cette fois a empêché le pire, mais a voulu étouffer l'affaire. Elle révèle aussi que l'oncle n'était pas seulement dangereux. Il a été impliqué dans un dossier avec un étudiant qui s'est terminé de façon tragique. Et la sœur de Ji-fan l'a aidé à tout cacher. Sang-yang apprend ses crimes. En voyant le type rôder près de la chaîne, il se jette sur lui et reçoit un coup d'objet tranchant. Par chance, rien de grave et il se rétablit vite. Quelques jours plus tard, Dai-sik est enfin arrêté et prend la peine maximale. La sœur écope de 3 ans pour complicité. Pour la première fois depuis des années, Ji-fan respire. Sa mère, pleine de remords, demande pardon et une seconde chance. Ji-fan refuse et choisit d'avancer en privilégiant ceux qui ont vraiment été là. L'histoire nous mène vers un nouveau Nouvel An chinois. Sang-yang emmène sa bien-aimée rencontrer sa famille, qui l'accueille avec chaleur et lui remet des enveloppes rouges, signe qu'elle fait déjà partie de la maison. Il achète un nouveau logement et le décore à son goût. Pour l'anniversaire du lycée, ils y retournent pour raviver les souvenirs. En discutant, Sang-yang arrive avec un bouquet, déclare un amour inconditionnel et promet d'être à ses côtés quoi qu'il arrive. Puis il lui demande de devenir sa femme. Ji-fan accepte. La dernière scène nous ramène au passé. Tous deux encore lycéens. Ji-fan lit une phrase soulignée dans un livre. Le souhait d'être aimé intensément. D'un amour fort et présent. Souhait exaucé, non. C'est en tout cas ce que chacun espère. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez, des histoires comme celle-ci nous remuent. Il faut du soin et du courage pour réécrire son destin.